Imaginez une start-up née avec la promesse de révolutionner le monde, portée par une mission presque humaniste, rendre l'intelligence artificielle accessible à tous. En quelques années, OpenAI a changé la manière dont nous interagissons avec l'information. ChatGPT s'est imposé dans nos vies et est devenu en seulement quelques années un mastodonte incontournable du secteur de l'IA générative. Nous sommes aujourd'hui 400 millions à l'utiliser chaque semaine et son écosystème évolue à une vitesse fulgurante. Mais derrière cette success story, la réalité est beaucoup plus nuancée. L'entreprise brûle 1 milliard de dollars par mois, elle accumule les pertes et pourrait perdre 44 milliards de dollars d'ici 2026. À cela s'ajoutent les scandales, accusations de corruption, manipulation des benchmarks, partenariats secrets avec le gouvernement américain et le sentiment d'être rattrapé, voire dépassé par des concurrents qui proposent des modèles plus ouverts, plus efficaces et moins coûteux. Sans monopole sur la technologie, la société OpenAI peut-elle s'effondrer? Est-elle condamnée à l'échec ou est-elle au contraire en train de plier le game dans le monde de l'IA? C'est la question qu'on se pose cette semaine dans Silicon Carnet. J'ai rien compris. Avant de plonger dans l'épisode, laissez-moi vous parler de Upmeet.ai. On connaît tous ces moments où après une réunion, on se dit mais qu'est-ce qu'on avait décidé déjà ? Eh bien, avec Upmeet.ai, c'est fini. Que vous soyez in real life ou en ligne, sur Google Meet, Zoom ou Teams, Upmeet vous fait un compte-rendu super précis de toutes vos réunions. J'ai essayé plein de solutions américaines, mais ça marche jamais en français. Upmeet, lui, fonctionne dans plus de 30 langues. J'ai fait le test et les résultats sont bluffants. Il y a un système de prompt que j'adore, où on peut même chatter avec le bot pour savoir ce qui s'est passé lors d'une réunion ou lui demander de personnaliser un compte-rendu. En plus, c'est une techno française, donc vos données sont hébergées en toute sécurité dans l'Union européenne. Et par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors n'attendez plus, adoptez Upmeet et ne laissez plus jamais une réunion vous échapper. Cette semaine, à mes côtés dans Silicon Carnet, Alex Kouniank. C'est lui qui m'a inspiré cette émission. Il m'a dit que OpenAI était mort. On va voir s'il a raison. Je suis pas d'accord avec lui et on en parle cette semaine, Alex. Salut, comment tu vas ? Avec plaisir. Très enchanté, très heureux de revenir en tout cas. C'est toujours un plaisir. Je pense qu'on va en débattre. On t'avait vu. Dès qu'on parle d'AI et dès qu'on parle d'OpenAI, tu pointes ton nez, quoi. Toujours. On va en reparler, j'ai hâte. Et il y a Damien Douany aussi qui est de retour dans Silicon Carnet. Salut Damien, comment tu vas ? Salut Carlos, très très bien. J'ai hâte qu'on parle de ça parce que je pense qu'on va bien débattre. On va bien débattre, ouais. Je sais pas si vous avez le même point de vue que moi. Ça va être intéressant de confronter justement les points de vue. Et pour confronter les points de vue, j'ai aussi demandé à Jean-Louis Keguiner, qui était venu récemment dans une émission de Silicon Carnet et qui a fait sensation. Cette émission a super bien marché et plein de monde m'a dit il faut que tu réinvites Jean-Louis Keguiner. Tu es devenu une star grâce à Silicon Carnet, Jean-Louis. Donc te voilà, you're back. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est beaucoup grâce à son associé, à son pull Quechua. Hein. Il y a quelque chose, il y a un sex appeal qui s'en dégage. Voilà, Jean-Louis s'habille chez Decathlon. Donc maintenant, vous le savez. On peut pas dire que Jean-Louis dépense l'argent des investisseurs dans les fringues. Ça va plaire. Salut Jean-Louis, bienvenue. Hein. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, on a fait un épisode off the record avec Luc Julia, vous l'avez vu ? Pas encore. Pas encore, mais c'est dans ma to-do. Personne n'a vu. Super, bravo. Ben allez le voir. Ça dépote. Et il parle de Musk et apparemment il est pas très copain avec l'ami Musk. Donc si vous non plus vous aimez pas Musk, vous allez vous réjouir avec cette émission où Luc Julia nous explique que Musk est devenu un vrai connard quoi en fait. Donc et c'est ce que beaucoup de gens pensent et je trouve ça intéressant parce que plein de gens expliquent que tout le monde est comme un seul homme derrière Trump, Musk ici dans la Silicon Valley. Et c'est pas du tout le cas. Et Luc Julia, il vit dans la Silicon Valley, donc c'était intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Silicon Carnet, je vous invite véritablement à le faire. Ça ne coûte rien, c'est un clic pour vous et pour nous, ça nous aide énormément pour faire monter l'émission dans l'algorithme de YouTube, satané algorithme. Donc faites-le, c'est super sympa. Et puis si vous nous écoutez en podcast, et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast, pensez à mettre 5 étoiles à cette émission. Là aussi, ça nous aide
énormément. Et si vous voulez nous rejoindre, nous les auditeurs de Silicon Carnet, on discute. On a un réseau social privé qui s'appelle l'Hacienda. Il y a des discussions déchaînées tous les jours sur WhatsApp. Vous pouvez le faire. Voilà, je vous mets toutes les instructions pour rejoindre l'Hacienda. Et d'ailleurs, l'Hacienda qui s'organise. Il y a de plus en plus d'événements locaux. Il y a des chapitres de l'Hacienda. Il va y avoir un événement à Rennes bientôt où les membres de l'Hacienda vont se réunir. Il y a des Bretons dans l'Hacienda. Il y a un événement aussi à Lyon. Ouais, Jean-Louis, il faudra que tu y ailles, quoi, en fait. Tu as une délégation de l'Hacienda qui est partie aussi au Mobile World Congress. D'ailleurs, j'y étais. Oui, j'ai vu les photos, je les montre, là. Ouais, c'était bien sympa. Et on a fait un événement à San Francisco aussi avec l'Hacienda, pas plus tard qu'hier, où les auditeurs de Silicon Carnet, voilà, se réunissent et boivent un coup. C'est super sympa. Moi, j'adore, hein, parce qu'il y a vraiment des rencontres. Et si un podcast peut servir aussi à créer ce genre de rencontres, et je sais qu'ils font du business entre eux, ouais, écoute, super. Et si on peut picoler en plus. Je crois que tu buvais plus. Oh, je bois de temps en temps, mais pas. Oh, il a non, je bien suis bien, rien, là, je suis bien, là. Plus, non, je suis bien. Ah non, mais il a bien, non, je suis bien, non. Mais toujours avec modération. Et hier, c'était sans modération, visiblement, quoi, en fait. Allez, l'émission commence. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, dans Qui veut du travail, en partenariat avec Digital Selection, on vous parle de Korma. Korma, c'est l'assistant IT qui révolutionne la gestion des licences SaaS. Korma cartographie, centralise et automatise la gouvernance IT pour optimiser les coûts, la sécurité et la productivité des entreprises. Pour accompagner sa croissance et sa levée de fonds, Korma recrute un lead AI engineer et un sales motivé pour accélérer à la fois leur développement et leur expansion commerciale. Plus d'infos sur korma.io. Merci à Digital Selection. Et maintenant, retour à votre épisode. Donc cette semaine, on se demande où en est OpenAI. Alex, c'est toi qui m'as interpellé là-dessus. Je t'avoue que moi, j'étais pas du tout inquiet pour OpenAI. Et là, tu m'as envoyé un message et tu m'as dit ça pue le sapin. Tu me dis OpenAI, moi je suis assez inquiet. Explique-nous qu'est-ce qui tout d'un coup t'inquiète chez OpenAI, rapidement. On va rentrer dans le détail, hein. Ça va être une émission. J'ai plein de graphes à vous montrer. J'ai bossé le truc. Je sais que vous aussi. Mais fais-nous une petite synthèse de pourquoi tout d'un coup tu penses que il y a des questions à se poser sur OpenAI. En une phrase, moi je pense qu'ils ont eu un appétit qui est en train de les dépasser, à vouloir être partout. Ils ont voulu faire des modèles, ils ont voulu faire du B2B, du B2C, ils ont voulu faire des interfaces jolies, ils ont voulu faire du thinking, ils ont voulu faire du search, ils ont voulu faire de l'image, ils ont voulu faire de la vidéo, ils ont voulu faire tellement de choses. Et même s'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils sont nombreux, etc., et qu'ils sont très forts, hein, parce que les équipes sont très bonnes, le problème c'est qu'aujourd'hui il commence à y avoir de meilleurs modèles un peu sur à peu près tous les tableaux, meilleures idées en vidéo, en image, etc. Et donc au bout d'un moment on se pose des questions. Est-ce que cet appétit va pas les rattraper? Est-ce qu'à force de vouloir être trop gros, trop beau et d'être les seuls à vouloir écraser un peu tous les secteurs, est-ce qu'ils vont arriver à survivre? C'est un peu la question. Est-ce qu'ils vont arriver? Alors parce que le deal pour eux c'est devenir le monopole ou pas, hein, j'ai l'impression. Donc s'ils n'y arrivent pas, pour moi c'est un aveu d'échec. Donc beaucoup de questions à se poser là-dessus et je pense qu'il y a une très belle émission qu'on va pouvoir faire. On va rentrer dans le détail de chacun de ces points. Rapide tour de table. Jean-Louis, de ton côté, toi aussi t'es inquiet pour OpenAI ou non, pas du tout? Non, il y a un adage américain qui dit winners take it all. Et moi, ce que fait aujourd'hui OpenAI me fait beaucoup penser à ce qu'a fait Uber pendant des années. Beaucoup de pertes d'argent pendant des années. Les prix étaient cassés. Il y avait aucune raison de prendre le taxi. Uber était moins cher. Puis tu regardes 15-20 ans après, les losses, elles sont globalement cut. Les prix sont en train d'augmenter. C'est moins cher de prendre le taxi que de prendre le Uber. Pourtant, le prix. Mais plus personne ne veut prendre le taxi. Ouais. Mais plus personne ne veut prendre le taxi. Et mon sentiment aujourd'hui, il est un peu opposé. C'est que il faut qu'ils continuent à cracher, qu'ils continuent à perdre de l'argent, et puis qu'ils continuent à occuper l'espace. Oui, ils font de la search, ils font de l'image, machin, mais leur seul but, c'est d'étouffer toute communication externe, même si c'est pas parfait, parce que winners take it all. Ok, point de vue intéressant. Damien? Je te rejoins 100%. J'aime beaucoup le truc de Uber. Comme Uber, ils veulent atteindre le sommet et pour ça, ils font des montagnes de dépenses. Mais c'est pas grave.
Tu vois. Et ça, Uber, la Silicon Valley, c'est super bien faire ça. Hein. Exactement. Et tu vois, Uber, typiquement, je me suis amusé à regarder les chiffres et à les comparer à ceux de OpenAI, et on est quasiment sur la même chose. C'est-à-dire, en clair, là, tu vois, je les ai sous les yeux. Uber, depuis sa création, je crois en 2022, parce qu'ils ont commencé à faire du positif en 2023, ils avaient perdu plus de 30 milliards. Alors bien sûr, tu vas me dire, ok, ils en sont à 44 chez mais bon voilà, au bout d'un moment. Mais c'est pas la même révolution non plus, hein. Mais avec un point commun aussi, deuxième point commun, ils voulaient être on va dire quand tu pensais VTC, quand tu pensais alternative au taxi, tu pensais à un Uber, même si tu prends pas un Uber. En gros, ça devient un mot générique. Je prends un Uber, même si c'est pas un Uber. Et ben c'est pareil aujourd'hui. ChatGPT, enfin OpenAI veut préempter le terrain de l'IA. Quand tu dis IA, tu penses à ChatGPT, même si éventuellement tu en utilises un autre. Donc ça devient un mot générique, et donc logiquement, tu es le couteau suisse de l'IA. Alors ils font beaucoup de trucs, ils s'éparpillent peut-être un peu, mais c'est peut-être le prix à payer pour justement être ce couteau suisse qui va tout prendre et qui va faire que c'est peut-être pas le meilleur, mais dans tous les cas de figure, tu penses IA, tu penses ChatGPT, et le game il est plié. Alors côté bas de bilan, il a raison Alex, parce que la croissance elle est fulgurante. Mais effectivement, OpenAI, comme vous le dites, fait face à des pertes, mais qui sont massives. En 2024, l'entreprise a perdu presque 5 milliards de dollars. On rappelle quand même que ses revenus ont atteint 3,7 milliards de dollars. Mais c'est colossal, hein, 3,7 milliards de dollars pour une start-up. Avec un produit, au bout de 2-3 ans, faire 3,7 milliards de dollars, c'est quand même assez impressionnant, non, Alex? C'est colossal. J'ai pas peur pour eux qui crèvent, mais c'est vrai que je suis en train de me demander quand même aujourd'hui, quand on sait que les modèles se commoditisent, et on pourra en reparler, je pense que là-dessus c'est assez intéressant. Il y a vraiment un changement de paradigme sur la façon dont est fait les modèles. Vous avez parlé de DeepSeek dans les dernières émissions. On va parler de Grok, on va parler de tout ça aujourd'hui. La concurrence est très rude, et je me dis que demain, sachant que moi je suis au contact des entreprises toute la journée puisque c'est mon métier, je vois ce qui se passe, je vois ce qu'elles adoptent. Je rejoins complètement Damien sur le fait que les gens aujourd'hui, ChatGPT, c'est de l'IA, et en fait ils disent même je vais faire du GPT pour dire je vais faire de l'IA. Donc clairement le mot est en train de rentrer. Mais par contre, ces pertes ne m'inquiètent pas parce qu'une startup peut cramer, mais si elle est trop gargantuesque, qu'on avait vu avec des vieux exemples comme Yahoo ou d'autres, on se rappelle des grandes startups qui ont explosé, et puis en fait elles ont explosé en vol parce qu'un concurrent est arrivé à rafler la mise. Et donc ça pose de vraies questions sur la suite. On va en reparler, mais concurrence, appétit, au sujet du commoditisation des modèles, les modèles qui sortent sont pas forcément extraordinaires. Quand même, on peut être en droit. Moi, je suis investisseur OpenAI. Je suis en droit de me poser des questions sur, ok, ils vont où en ce moment? Ils veulent gagner tout. Ils sont moins bons sur l'image, moins sur les modèles, moins bons sur la vidéo, moins bons sur ça pose quand même beaucoup de questions. Mais tu sais ce que je trouve vachement intéressant dans ce que tu dis là, Alex, que je trouve vachement intéressant, c'est que tu as une lecture très européenne, voire très française du truc. C'est-à-dire que tu regardes le machin de façon technologique. Tu parles des modèles, ils ont peut-être pas le meilleur modèle, mais c'est jamais le meilleur produit qui gagne à la fin. Sinon, Microsoft serait pas un leader. Hein. Tu vois, Salesforce non plus. Et Salesforce non plus, exactement. Et tu regardes aussi beaucoup les pertes. Alors, t'as raison, parce que les pertes, là, on parle de 5 milliards en 2024, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que les projections, c'est que visiblement, les pertes pourraient tripler pour atteindre 14 milliards de dollars en 2026. C'est demain, 2026, c'est l'année prochaine. Et des pertes cumulées de 44 milliards de dollars. C'est ce qui est prévu, hein, entre 2023 et 2028. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter, hein. C'est rien. Le marché du SaaS, c'est 1 trillion. C'est 1000 milliards. On s'en fout. On reprend Uber. Uber, le market size, c'est 690 milliards. Là, c'est 10 trillions. D'ici 2030, le marché du SaaS. Eux, ils viennent après le SaaS. Donc, on les effets d'échelle, on s'en fout. 44 milliards, c'est une paille, si tu regardes comme ça. Oui, 44 milliards, ça paraît beaucoup en brut, relatif au marché adressable que tu viens taper, qui est le SaaS, à 10 trilliards en 2030, tu t'en fous. Tu veux dire que l'opportunité est colossale, et que pour adresser cette opportunité, s'il faut perdre de l'argent, c'est pas très grave. C'est une paille. 44 milliards pour un marché à 10 trillions, c'est une paille. Et encore, peut-être que le marché de l'IA, il sera pas de 10 trillions, il risque d'être bien supérieur, en fait, à 10 trillions. Ouais. Bien sûr, complètement. Mais c'est pas forcément la perte, le problème qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, pour moi, le gros nœud du comment ils gagnent la guerre, c'est sur le B2B. Et pour être au contact des entreprises aujourd'hui,
ça ne fonctionne pas pour différentes raisons, le prix, l'utilisation, etc. Aujourd'hui, moi, quand je parle à des groupes qui me disent, bah, écoutez, on est 30 000 dans le monde, si je mets 60 € par personne à 30 000, c'est impossible, en fait. C'est jamais on mettra ces prix-là. Et donc, en termes de coût, déjà, c'est compliqué. En termes d'usage, moi, je le vois, je forme des grands groupes aujourd'hui, qu'on peut prendre Kuehne+Nagel, par exemple, qu'on a accompagné récemment. Je veux dire, on voit très bien que même après la formation, ils ont du mal à certains à l'utiliser. Et donc, ça pose de vraies questions de se dire, en fait, même en ayant le logiciel, la formation, ils ont du mal à l'utiliser. Donc, en fait, le jeu de l'IA, mais ils sont peut-être nuls. Si en plus c'est ce qu'on monétise. Non, pas du tout. Mais c'est le cas partout. Là, j'ai pris cet exemple. Mais c'est ce que je vois tous les jours. Donc, si les modèles se commoditisent, si les modèles sont moins chers et plus performants et qu'en fait, ils sont partout, pourquoi aller chez OpenAI? Et du coup, à vouloir tout gagner, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, est-ce que les gens, aujourd'hui oui, mais est-ce que dans 10 ans, les gens iront chez OpenAI? On va parler du revenu parce que c'est super intéressant et il y a des annonces très très intéressantes du côté d'OpenAI justement sur cette notion de revenu. Moi, j'ai trouvé un truc, et je vous montre ce graphe, très intéressant sur la partie des coûts. Et ils sont ultra transparents, OpenAI, sur justement comment est-ce que l'entreprise a, par exemple, perdu 5 milliards de dollars l'année dernière, et ils expliquent sans embâge où est-ce qu'ils ont perdu cet argent-là. Et quand tu regardes le graphe, alors je sais pas comment est-ce que vous interprétez ce graphe, mais moi, mon interprétation, et comme le disait Jean-Louis, c'est beaucoup de communication, c'est que c'est un message à la compétition. C'est de dire, vous voulez venir concourir dans ce secteur contre OpenAI, et ben alors à ce moment-là, il faut que vous soyez prêts à perdre cet argent-là parce que voilà ce qu'on perd comme pognon. Et donc, si tu veux rentrer, et ça s'adresse à Anthropic, ça s'adresse aussi à Mistral et à des gens comme ça, ok, pas de problème. Le marché, il est open, mais il faut être capable de perdre cet argent-là. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont ultra transparents. Et quand on regarde les coûts, effectivement, là, le revenu, il est de 4 milliards de dollars. Le gros de leurs dépenses, c'est 3 milliards sur l'entraînement en fait des modèles. Et ça veut dire qu'ils dépensent 3 milliards par an pour entraîner les modèles. C'est juste colossal. Si tu compares ça effectivement à DeepSeek, qui dit que lui a dépensé 6 millions. Maintenant, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne crois pas une seule seconde au fait que DeepSeek ait dépensé 6 millions pour entraîner ses modèles. Et puis, même là, c'est pas clair. T'as marqué compute to train model. On ne sait pas si c'est du CAPEX qui a été mis, hein. T'as Research Compute Amortization, ok, pour la recherche, mais on sait pas, est-ce que c'est recherche fondamentale, et t'as 1 milliard qui est amorti sur les 3 milliards qui ont été posés en CAPEX, hein. Donc j'ai un petit peu ce truc où, 3 milliards, bon, pour donner une idée, un Mistral, ça va taper dans les 100 millions par an pour le training. Donc, t'as un effet d'échelle qui est quand même assez monstrueux. Moi, je suis surpris, hein, c'est la long tail, la marketing et tout, c'est pas énorme, hein. Moi, je pensais qu'en marketing, ça serait une portion, Et mais même les salariés, 700 millions, c'est que dalle, hein. En fait, c'est, et quand on regarde, et je vous montre ici un autre graphe, et c'est un graphe que j'avais partagé avec toi, Alex, c'est vrai que quand on regarde les salariés, en fait, de chez OpenAI, c'est quand même la boîte, ils ont 5500 personnes, hein, qui bossent chez OpenAI. 700 millions, 5500 personnes, je fais pas le calcul là très rapidement, mais ça me paraît pas beaucoup, quoi, en fait, finalement. Parce qu'on dit que les salaires sont colossaux, bon, je sais pas, ça fait quoi, 700 millions divisé par 5005? Rapide. Qui c'est qui sait faire ça? 1 moins 1 sixième de Ricci appliqué à x moins x0. 700 millions. Plus grand taux de x moins x0 cube. Divisé par 5500 personnes. Tout ça multiplié par dx. 127 000. Et ouais, mais c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des Indiens, grandi, c'est pas possible. hein. Non, c'est qu'en fait les revenus ont énormément chuté parce qu'ils sont allés dans le monde. Avant, ils étaient très américains, donc avec des salaires extrêmement hauts. Et c'est pour ça que là, ils sont passés de, je t'avais envoyé les chiffres, je crois, 700 personnes en 2023 à 3000 ou à 1005, je crois, en 2024 ou 3000 en 2024. Et là, ils sont à 5000. Donc, ça veut dire que les mecs, ils ont doublé encore chaque année. Et donc, le truc, c'est qu'ils sont allés en Europe, ils sont allés peut-être en Asie, ils sont allés dans d'autres pays où les revenus sont quand même moins chers. Non, mais ces revenus, ils posent des vraies questions. Est-ce qu'ils sont assez optimisés? On parle beaucoup d'entreprises qui sont très optimisées. Je pense à Klarna, par exemple, qui ont fait une IA qui permet de gagner, qui ont permis de remplacer 700 personnes.
est-ce que vraiment OpenAI a optimisé aux petits oignons? Ils nous parlent d'automatisation et d'IA. Est-ce que vraiment eux-mêmes en interne, ils sont arrivés à tout automatiser? Quand on regarde effectivement la différence avec d'autres boîtes, c'est vrai que il y a du monde chez OpenAI hein, en comparaison avec les autres boîtes comme on voit ici sur le graphe. Après Klarna, c'est intéressant ce que tu dis parce que vous avez vu le dernier tweet du patron de Klarna. Ils sont revenus en arrière hein, et ils sont en train de faire machine arrière. On a eu une épiphanie, hein, je cite. Hein, on a eu une épiphanie. Finalement, l'IA va pas tout remplacer. L'humain d'abord. Alors tu sais pas si c'est un message qui est envoyé au marché, aux investisseurs, aux actionnaires, ou s'il y a une vraie lumière qui s'est allumée. Mais c'est assez surprenant quand même comme message. Et c'est à suivre parce que c'est quand même des pionniers aujourd'hui dans l'IA hein, en termes d'automatisation RPA et IA aujourd'hui. Klarna c'est très suivi parce que c'est une des entreprises dans le monde, en tout cas à ma connaissance, qui est la plus avancée en termes d'IA et d'automatisation, qui arrive à matcher les deux. Ils ont 120 projets en interne, etc. Enfin c'est énorme. Hein. Chaque BU a une dizaine de projets en interne là-dessus. C'est énorme en termes de ce qu'ils font d'IA. Donc c'est vrai que ils donnent un peu aussi le là de ce point de vue-là. Et Carlos, pour revenir à ton schéma. La question qu'on peut se poser, c'est, tu le disais, hein, en gros, ils disent voilà, si vous voulez jouer, il faut mettre tant sur la table. Hein. La blinde, elle est à temps. 5 milliards là en 2024 et visiblement 20 milliards par an dans les années qui viennent. Donc effectivement, la blinde, elle est hyper haute. T'as raison. Mais la question que je me pose, tu vois, c'est est-ce que comment dirais-je, est-ce qu'ils sont dans une logique de se dire on dépense sans compter pour justement mettre des barrières à l'entrée et pour donner en vrai ou en faux, cette sensation de dire il faut mettre tant sur la table, alors que peut-être que pas forcément, puisque quand on l'a vu DeepSeek, même quel que soit le chiffre, hein, DeepSeek a montré qu'on pouvait faire mieux, plus optimisé, ça a quand même pas mal bousculé le marché. Donc il y a cette question-là, ou est-ce que effectivement ils sont dans le vrai et c'est ça qu'il faut vraiment faire pour arriver à ce qu'ils veulent vraiment arriver avec ce rêve de l'AIG, etc. J'ai pas la réponse, mais je sais pas sur quel côté aujourd'hui ils sont. Est-ce qu'ils sont on claque à mort et puis on verra bien, too big to fail, ou au contraire c'est bien ça qu'il faut. Il y a un truc qui m'intéresserait là-dedans, c'est de voir le revenu que fait Anthropic. Pour se donner un peu une idée. Est-ce que Anthropic fait 5 fonds? Je l'ai. Ah bah alors vas-y, la transition. Voilà, la transition parfaite. Merci Jean-Louis. Donc en termes de revenus, alors je sais pas, j'ai pas le chiffre là, mais je pense que Anthropic, on doit être je pense qu'on doit être à 1 milliard, quelque chose comme ça, d'après ce que je vois là, si je regarde ce chiffre-là, quoi, en fait, pour 2024. Donc 4 fois inférieur. Mais là, on regarde les projections de revenus. Et ça, c'est super intéressant. Anthropic dit que normalement, d'ici 2027, il devrait faire 35 milliards de dollars de revenus. OK? OpenAI, lui, dit qu'en 2027, ils seront à 44 milliards de dollars de revenus. Donc, et je pense qu'il y a une vraie course aujourd'hui entre Anthropic et OpenAI. Même si j'ai l'impression, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'Anthropic a un petit peu abandonné l'idée de devenir un acteur B2C. C'est-à-dire que OpenAI, je pense, a plié le game et moi j'ai l'impression qu'Anthropic se recentre de plus en plus sur un play B2B. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Mistral d'ailleurs cette histoire. Ouais, tu vois, pour moi, Anthropic et Claude, pour faire un parallèle, c'est un peu l'équivalent de Vimeo et YouTube. YouTube, c'est ChatGPT et enfin OpenAI et le futur Vimeo de l'IA, ce sera Claude. Tu vois, un truc très pointu qui fonctionne bien sur des sujets spécifiques. Par exemple, sur les textes, il est très bon et tout, mais avec une logique très B2B et très spécifique. Ouais, je suis pas forcément d'accord parce que pour le coup, je trouve qu'Anthropic, alors peut-être que j'ai un anglais peut-être trop développeur aussi, mais je trouve qu'Anthropic là-dessus, je trouve qu'ils ont une manière beaucoup plus mature de progresser. Alors peut-être du coup ils brûlent beaucoup moins, ils sont beaucoup moins dans le show-off que OpenAI. Mais quand ils annoncent quand même de relever 3 milliards et demi donc ils ont besoin de cash. Pas du tout avec la même stratégie. Ouais. Pas du tout avec les mêmes stratégies où ils mentent parce que quand même il y a aussi OpenAI qui a fait des annonces qu'ils ont pas suivies derrière, donc il y a quand même aussi un sujet là-dessus, un peu comme Google. Là où Anthropic, chaque annonce qu'ils ont fait, ça a suivi, ça a marché. Là ils sortent chaque fois des modèles. Je veux dire aujourd'hui, Claude 3.5 Sonnet qui était l'ancien modèle avant celui qui vient de sortir, je veux dire était une référence complète. Je t'ai envoyé un graphique qu'on a mis en interne qui montre les développeurs qui utilisent Sonnet, et en fait on voit très bien que ça écrase absolument tout le monde aujourd'hui. Tous les autres modèles sont en train de un petit peu de suffoquer sous 3.5 Sonnet qui était
qui était pas cher, mais qui était au bon prix, qui était puissant, qui était très utile en code, qui était intelligent. Donc à la fois, je me dis, est-ce que c'est pas aussi le bon père de famille? Moi, Anthropic, pour moi, c'est le bon père de famille. Il gère bien l'entreprise, ça monte doucement, mais ça monte vraiment. Ça annonce et ça délivre, ça ship. Ils font pas des images, ils font pas du search, ils font un modèle, mais ils le font hyper bien. Là, 3.7, il est hyper puissant. 3.7 Thinking. Personnellement, moi, je suis hyper fan. Là, il m'a satellisé la semaine dernière chez un client. Il m'a sorti un truc vraiment extraordinaire que je pouvais pas faire moi en tant qu'humain au-dessus de mes capacités. Vraiment, je trouve qu'Anthropic hyper intéressant. Et ils ont fait, donc là, je viens de voir le chiffre, 1 milliard de revenus l'an dernier, ce qui est quand même pas ridicule, sachant que ils sont quand même 1000 au lieu de 5000 par rapport à OpenAI. Donc et moi, en termes de relation que j'ai avec eux, en tout cas, si elle est beaucoup plus directe, je veux dire, moi, j'ai des contacts avec Anthropic, alors que GPT, c'est un peu plus difficile. Tout ça fait que je trouve que ça pose des questions quand même sur Anthropic. Mais moi, tu sais ce que je pense? Je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, bah voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est que c'est un play B2B. Ils sont en train de créer un écosystème. Ils chouchoutent leur écosystème de développeurs, etc., etc. Moi, je pense qu'OpenAI est passé à complètement autre chose. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est pas là que ça se joue. Il y a la vraie volonté de devenir le next Google. Moi, je fais là une prédiction. C'est que je pense que même OpenAI, quand tu dis j'arrive pas à avoir des contacts avec eux, ça va pas s'arranger. Je pense même qu'ils vont couper les API. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où ils vont dire, tu sais quoi? En fait, on n'a même pas besoin de vous. Et quand vous regardez les annonces qu'ils viennent de faire aujourd'hui, où ils disent on va proposer des modèles où vous allez pouvoir acheter pratiquement, tu vois, une compétence. Quel niveau de compétence vous avez besoin? Vous avez besoin de quelqu'un pour travailler chez vous. C'est pas la peine. On va vous proposer le modèle nous-mêmes. On n'a pas besoin de développeurs qui vont développer ce modèle-là. On va vous l'offrir. Il coûtera $2000 par mois. Vous voulez un mec un peu plus un peu plus qualifié, bah ça va coûter 20 000 de niveau PhD, doctorant, bah ça va coûter $20 000 par mois. Donc je pense que je sais pas, mais moi ça, je serais développeur, effectivement, je serais très inquiet parce que la next step où OpenAI dit fuck off à tout le monde, je coupe les API, j'ai besoin de personne et je vous donne accès et je vous vends directement aux entreprises mes modèles avec mes agents, c'est fort probable que ça arrive. Hein. Mais rien de nouveau. Alors, depuis le début, ils se comportent comme ça. Ouais. Depuis le début, ils passent leur temps à écraser les gens dans leur store. Tu peux encore collaborer un peu avec eux, quoi. Je sais pas. À chaque fois que tu fais un truc, que t'as une espèce de store, un peu comme Apple, hein. Ils regardent quelle est l'application ou l'agent le plus populaire dans le store et après ils le répliquent. Ils en ont rien à foutre des développeurs. Oui, ça fait quand même énormément penser. Je vous montre ce graphe quand j'ai préparé cette émission. C'est-à-dire que en étant un vieux de la vieille, et Damien qui était aussi, je suis désolé de te dire que toi aussi tes poils deviennent blancs. Ça, oui, je te confirme. Voilà. Tu te rappelles, dans les années 2000, il y avait cette bataille du search, et on avait Yahoo, Lycos, AltaVista, Excite. Les plus jeunes d'entre nous ne se rappellent pas. Ils savent même pas de quoi on parle. Laisse tomber. Ouais, ils savent même pas de quoi on parle. Et à la fin, c'est Google qui a gagné. Et moi, quand je regarde aujourd'hui la bataille de l'AI, je pense que on est exactement que l'histoire va se répéter. Je pense que les gens ne se rappelleront pas de Perplexity ou de Mistral ou de DeepSeek comme les gens ne se rappellent pas aujourd'hui de Lycos ou de Infosec, quoi. Tu vois, et je pense qu'OpenAI a compris qu'il avait les moyens de devenir ce prochain Google. Quand je regarde les usages, je me dis que c'est loin d'être con parce que je vous montre là les usages de OpenAI. On est 400 millions, comme je le disais, aujourd'hui à utiliser OpenAI. 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires. 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires. On connaît bien les chiffres ici dans la Silicon Valley. Ça veut dire il y a certainement entre 700 et 800 millions d'utilisateurs mensuels. C'est à peu près ça le ratio. Si vous êtes 400 millions hebdo, ça veut dire qu'il y en a 700, 800 millions mensuels. Il y a un chiffre magique dans la Silicon Valley, c'est 1 milliard. Quand tu as 1 milliard d'utilisateurs, qui utilisent ton produit, la messe est toujours dite. C'est fini, c'est plié. Game is over. It's over. Et je pense que OpenAI est en train d'arriver. Ils n'y sont pas encore. Mais regardez à la vitesse dans laquelle ils vont. Alors, je sais que toi,
Damien, t'es pas très, enfin, tu me dis, ça c'est du bullshit, quoi. Mais regardez à la vitesse où, d'ailleurs, c'est pas les plus rapides, hein. Ceux qui ont atteint 1 million d'utilisateurs le plus rapidement, j'ai été très surpris, c'était Threads, quoi, en fait, de Meta. Ouais, Threads, ils ont été super rapides. Mais attends, justement, pourquoi je dis que c'est du bullshit? Non, mais attends, pourquoi je dis que c'est du bullshit? T'as donné la réponse. Threads, ils ont atteint ce niveau-là parce qu'ils ont loqué le truc avec les comptes Insta. Donc, si tu veux, ils ont fait du growth de manière hyper violente en disant, en gros, si t'as un compte Insta, t'as un compte Thread. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc, ce tableau pour moi de dire, en combien de temps ils ont atteint le nombre d'utilisateurs, pour moi, c'est du bullshit en or. On va dire, c'est vraiment. Par contre, là où ce serait intéressant de savoir, c'est la récurrence des usages et de savoir combien de gens reviennent. Et justement, au début de ChatGPT, il y a eu une montée, puis ça s'est cassé la gueule parce que les gens, une fois qu'ils ont demandé comment je fais une omelette avec des œufs de lapin, ils ont vu que ça répondait, puis ça répondait pas, et puis après ils ont demandé 2-3 conneries. Bon, voilà, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Donc d'ailleurs, dans l'UX du produit, ils ont commencé à faire apparaître des trucs à la Google du genre, vous pouvez demander une recette, vous pouvez demander machin. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Donc voilà, il y a cette notion de développer les usages. C'est pour ça que je dis que le référent de dire ça a atteint 1 million d'utilisateurs, c'est intéressant pour montrer la force d'aspiration. Ouais. La vélocité, la force d'aspiration, même si des fois ça peut être un peu féqué dans l'exemple de Threads. Mais après, la question, c'est le run. Combien de temps tu tiens et les usages et la récurrence des usages. Et c'est là où, à mon avis, tout se joue. Quand je vous montrais ce graphe tout à l'heure de OpenAI et faisais le comparatif avec la guerre du search, c'est que moi, je pense que OpenAI, son objectif, c'est vraiment la license to kill, c'est Google. Et que pour aller renverser Google sur sa position dominante aujourd'hui sur le search, tu peux pas gagner contre Google en faisant un autre moteur de recherche. Et donc c'est pas possible, tu peux pas y aller, ça marche pas comme ça. Donc ils ont créé un outil avec l'intelligence artificielle et une user experience différente avec ce chatbot, mais c'est le search qu'ils sont en train de niquer. Regardez ce graphe là. Ça, c'est l'usage, en fait, de ChatGPT qui ne cesse de croître de façon hebdomadaire. Les colonnes bleues, c'est l'usage de ChatGPT en weekly active users. Et en comparatif, regardez le nombre de clics de Google, les paid clics, qui sont en train de chuter. C'est-à-dire que les gens commencent à utiliser OpenAI pour chercher de l'information. Pas simplement pour répondre à des questions, comme tu disais, Damien, comment est-ce qu'on fait une omelette avec 3 œufs? C'est devenu l'interface pour aller chercher. Ils sont en train de gagner leur bataille contre Google. On a du inbound qui vient de ChatGPT. C'est un truc de fou. Et là, on est en train de mettre une stratégie pour qu'on ait un SEO qui target ChatGPT pour être mieux référencé dans ChatGPT. Et I'm willing to pay pour quand on pose la question transcription tool, I'm willing to pay pour être le truc avec le code sample, etc. Et je suis prêt à payer très cher pour être le code sample qui sort quand on demande comment je veux faire un outil de transcription. Et ça me fait très peur parce que t'avais un écosystème relativement ouvert avec Google. C'est-à-dire que t'avais ta page, tu joues sur le SEO, tu regardes les autres, etc. ChatGPT, c'est ce qu'il veut derrière. C'est mort. Oui, mais du coup, nous, les gens qui font du business à côté, c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Attends, on s'arrête là parce que explique Jean-Louis, je suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est que à la limite, Google, et dis-moi si je me trompe, le search de Google, il était certainement perfectible, il gagnait beaucoup d'argent, mais au moins c'était une plateforme qui était ouverte dans laquelle tu pouvais aller acheter des clics, tu pouvais essayer d'optimiser ton classement naturel en optimisant tes pages, en faisant plus de contenu, des choses comme ça. ChatGPT est un environnement, OpenAI est un environnement tellement fermé que tu ne peux absolument rien faire. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les gens l'utilisent de plus en plus pour chercher de l'information. Et là, en termes de business, ils sont en train de plier le game. C'est ça ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on n'a aucun leverage sur eux. Demain, ChatGPT dit, on se met au CRM. Ils se disent, on se met au CRM. Ils sortent un CRM. Tu dis, how to synchronize je sais pas, Google Ads ou Traffic, machin. Le truc, qu'est-ce qu'il te fait? Il te sort le code API de OpenAI CRM avec machin, how to connect. Il va jamais te donner Salesforce, à moins que tu le forces à demander explicitement. Il va pas te donner HubSpot, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Ils te guident. C'est le TikTok de la search. Tu choisis pas où tu vas, c'est lui qui choisit où tu vas. Et ça fait vachement peur parce que le discovery, il existe plus. C'est eux qui t'emmènent dans un tunnel. Et moi, ça me fait vachement peur parce que, ils vont loquer leur prix, ils feront ce qu'ils veulent.
ça va être la course à l'armement pour payer, pour être high rank sur des topics. Et de deux, le jour où ils veulent te buter, ils se mettent au-dessus, exactement comme le fait Amazon. Et pour aller dans ton sens, en plus, ils s'appuient sur une tendance qu'eux-mêmes poussent et qui est, on va dire, assez naturelle en termes de user experience, qui est que tu veux passer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et de moteur de réponse synthétique. Donc, autrement dit, tu veux plus chercher dans des sites, tu veux qu'on te donne la réponse. Point. Donc, ChatGPT ayant la réputation de pouvoir te faire une réponse structurée, eh ben voilà, tu vas lui demander c'est quoi le top 5 des, je sais pas moi, le top 5 des banques, je dis n'importe quoi, pour faire un prêt. Il va te sortir un top 5, mais la question c'est comment tu as ce top 5 et toute la question elle est là. Et effectivement, c'est ce que tu disais, ils peuvent arriver à te loquer de cette manière-là ou faire en sorte comme c'est une boîte noire, eh bien à part le fait que je sais pas, t'as peut-être payé ou autre, va savoir. Alors après d'où le fait qu'ils passent aujourd'hui des accords avec des partenaires premium, par exemple sur les médias en France, Le Monde, et t'as aussi une balise qu'ils ont sorti fin de l'année dernière, là, une balise qui permet de voir qu'on a des référents maintenant qui commencent à apparaître dans les stats, mais ça reste encore assez obscur. Et effectivement, un peu à la Amazon ou à la TikTok, j'aime beaucoup la métaphore. Finalement, c'est eux qui quand même, c'est leur algo qui mène la danse. Donc c'est un nouveau truc. Mais vous voyez, là, on vient de mettre le doigt sur un truc qui est fascinant, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se battre sur cette bataille de l'IA. Alors que je pense qu'en fait, ce que OpenAI, tranquillement, est en train de faire, c'est de niquer Google. C'est ça leur objectif. C'est-à-dire que, oui, t'as raison dans ce que tu disais tout à l'heure sur Anthropic, c'est un super outil, on va pouvoir utiliser pour améliorer la productivité. Mais en fait, c'est pas la bataille d'OpenAI. OpenAI veut remplacer Google et ils sont en train d'y arriver. Je vous montre ici un autre graphe très intéressant, pas facile à lire. Mais en fait, ici, c'est voyez le taux de clic et l'évolution des taux de clic sur les recherches avec des résultats organiques et des recherches avec des résultats payants sur Google. Et il y a à chaque fois il y a deux colonnes. Vous savez, alors je crois que vous l'avez pas en Europe, mais aux États-Unis, quand vous faites une recherche, il y a maintenant des résultats produits par l'intelligence artificielle, par Gemini, qui arrivent au sommet de la page. Donc en fait, c'est là où c'est hyper smart, c'est que comme Google ne peut pas rester en dehors de cette bataille de l'intelligence artificielle, ils ont commencé à intégrer leur intelligence artificielle sur les résultats de la page. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que quand l'IA, c'est la colonne là verte ou orange, est montrée sur les résultats de la page, le taux de clic est en train de chuter drastiquement. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de place, il y a plus de real estate. Les résultats sont tellement bons de Gemini que les gens ne scrollent pas en bas pour aller chercher ni les résultats organiques et ni les résultats payants. C'est-à-dire que ils sont même en train, Google, de se scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce que à cause de cette IA, ils sont obligés de réagir face à OpenAI parce qu'ils savent qu'il y a du search dans OpenAI. Et donc, ils mettent de l'IA dans leurs résultats de recherche. Et regardez les taux de clic. On est passé de 23% dans le paid en janvier 2024 à 17%. C'est colossal. C'est une chute. En termes de revenus, c'est là que on sait que 95% du revenu de Google, il est fait sur ça, en fait. Donc, non seulement ils sont en train de les niquer, mais en plus, Google n'a pas d'autre choix que de se niquer lui-même. Donc, moi, je serais Google, je serais très, très inquiet. Faut quand même pas oublier que Google, c'est quand même un des papas de l'IA dans l'histoire de l'IA. Ils ont apporté énormément à la recherche en IA aujourd'hui dans le monde, et donc ils ont des trésors de guerre. Mais oui, mais ils se sont fait dépasser. C'est super d'avoir apporté. Attends, j'ai pas fini parce que ils ont le très bon modèle, ils ont les meilleures puces au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont des TPU qui sont 10 fois supérieurs en termes de puissance de calcul aux GPU d'Nvidia. Ça, peu de gens aujourd'hui le mettent vraiment en place. Mais c'est extraordinaire de savoir à quel point les TPU de Google sont hyper puissants. Mais ils ont 3-4 générations d'avance sur Nvidia. Donc ça veut dire qu'ils ont les puces, ils ont la data, ils ont les milliards, ils ont les utilisateurs, et on dit qu'ils sont morts. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas, ils l'ont prouvé. Et ils savent opérer. Jean-Louis et ensuite Damien. Ils savent très très bien faire de l'inférence. Ils ont des vitesses d'inférence qui défoncent tout le monde. Ils ont des quotas que t'auras jamais ailleurs. Et ils ont des taux de réponse consistants. Tu regardes, j'adore Anthropic, hein. Mais tu vas en milieu d'après-midi, il va te mettre en mode concis parce que voilà, il y a du trafic. Donc ils changent de modèle, hein. En fait, au milieu de l'après-midi, ils changent de modèle. OpenAI, c'est la même chose, la qualité se dégrade dans les peak hours, ils switchent de modèle. Les vitesses sont complètement inconsistantes.
même ceux que j'adore, qui sont des Together, des Grok, etc., t'as relativement des temps de réponse c'est les seuls Google à savoir scale. Et là, non seulement c'est difficile de scale en CPU, mais en IA, c'est encore plus difficile de scale. Et ils ont déjà traité le sujet du CAPEX, du déploiement des data centers et tout. Ils s'en foutent, ils sont partout. Ils ont géré le problème de la latence avec des POP. Ouais, mais vous parlez de technologie, encore une fois. Et je pense que la bataille ne va pas se faire que sur la technologie. Je pense que Google, quand il est arrivé face à Yahoo, je pense que technologiquement, les infrastructures de Yahoo étaient beaucoup plus puissantes que celles de Google. Mais là où Google a gagné, c'est sur la user experience. Alors justement, ils sont arrivés avec une expérience de recherche qui n'avait strictement rien à voir. C'est là où je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait de la user experience, ils savent faire. Google, ils peuvent être très bons, comme ils peuvent être extrêmement pourris. Ils te sortent Notebook LM, c'est génial. Notebook LM, c'est un side project, ça c'est un pet project de quelques mecs. Ça qui est génial. En fait, Google, limite, j'ai l'impression que leurs équipes qui font des side projects, ils sont limite meilleurs que les produits. Rappelle-toi Inbox. Inbox, qui devait être le Gmail 2.0, il était meilleur que Gmail, tellement bien qu'ils l'ont pété. Ils l'ont tué, ils l'ont intégré. En revanche, ils n'ont jamais su faire un réseau social. Et Notebook LM est un bijou. Par contre, je suis désolé, Gemini, c'est une merde. Aujourd'hui. Il s'est beaucoup amélioré, mais pas plus tard que hier, je lui ai demandé un truc qui était fais-moi la synthèse, tu peux, du dernier discours de Macron, machin. Il m'a dit je peux pas, non, l'actualité, je peux pas y accéder, machin. C'est bon, je suis allé sur Perplexity, il m'a sorti le machin en 2 secondes. Il y a quand même un problème encore. Il y a des choses qui sont bizarres. Alors peut-être que c'est qu'en France. Alors je suis d'accord. Après, je pense qu'il faut différencier l'UI, donc vraiment ce que tu vois sur Gemini, et l'API. Et ça, je pense que quand vous parlez dans les peak hours, etc., ok, il y a des différences sur l'API. Honnêtement, Gemini en 1 an et demi, là ils ont sorti, on pourra en parler, mais pour moi ils ont sorti la killer AI, la Flash 2.0. Elle est au même niveau que GPT 4o. Quasi, pour moi un peu meilleur, mais quasiment au même niveau. Elle est 26 fois moins chère, elle est plus rapide et il n'y a pas de problème de quota. Pourquoi utiliser 4 euros en fait? Donc déjà ça c'est une première chose. Deuxième chose, vous parlez de branding et je suis complètement d'accord. L'UI est hyper importante. Google sait faire des produits. Ça quand même, on va pas se mentir, ils savent faire des produits, ils savent faire des user experience, ils savent faire des UX. Et j'aimerais juste l'illustrer par une chose. Et peut-être que si tu veux, tu le montreras, Carlos. C'est hyper intéressant. Si vous comparez sur le Super Bowl la pub qu'a fait ChatGPT, qui est à mon sens super nul. Je l'ai montré, j'en ai parlé à quelques marketeurs, je la trouve absolument nulle. Il y a des messages, mais il y a aucun sentiment, il y a rien. Et vous comparez avec la pub de Gemini, qui parle avec un père, qui raconte l'histoire avec sa fille, etc. Hyper prenante. À la limite, t'as la petite larme à la fin de la vidéo, t'as envie d'y aller. Il y a 2 mondes. Il y a un mec qui sait faire du marketing, et il y a des mecs qui font de la tech, et qui sont pas très bons en marketing. Vraiment, les mecs, ils ont payé, mais on parle de millions, hein, la pub du Super Bowl. Ils ont beaucoup travaillé pour la faire, cette pub. La pub de ChatGPT, elle vaut pas un clou. Elle vaut mais pas un t'as clou. bien vu, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, 300 millions de dollars d'investissement en marketing chez ChatGPT, c'est ridicule. Si tu compares ça aux dépenses de marketing et de communication de Google, c'est que dalle. Ils savent pas faire, ils savent pas faire du marketing, mais ils savent faire des coups. Ils savent faire des coups de com, avec Sora, par exemple. Même s'ils sont les derniers à sortir leur modèle maintenant, alors que d'autres ont sorti leur truc, mais Sora, ça a été eux qui se sont mis en avant. ChatGPT, pareil. Pour moi, ChatGPT, quand il est sorti le 22 novembre 2023, c'est la même chose que Google en 1998. C'est-à-dire, en gros, un machin qui te simplifie la chose. Il y avait Yahoo, c'était dégueulasse, une page avec plein de trucs de partout, mais ça faisait le job. Et d'un seul coup, les mecs te sortent un truc super lean. Bah là, pareil, ChatGPT, boum. Ah ouais, c'est super simple, ça fonctionne. Mais, encore une fois, je me permets de revenir là-dessus. J'ai l'impression que vous ne le pigez pas. Le problème de Google, c'est pas la technologie, c'est son modèle économique. 97% du revenu est fait sur du paid click. Et aujourd'hui, ce business est en train de s'effondrer parce que OpenAI, aujourd'hui, effectivement, le produit, quand tu as 1 milliard d'utilisateurs qui t'utilisent mensuellement, c'est très facile de les convertir en payants. Jamais personne ne payera pour utiliser Google et aller sur la page de Google. Et le fait aujourd'hui, en termes de UX, d'avoir rajouté les résultats d'IA et des trucs comme ça, fait que le pay-click a pratiquement disparu et le SEO ne marche plus. Et donc, les gens font des recherches dans OpenAI aujourd'hui. C'est un problème de modèle économique, c'est pas un problème de technologie. Je suis prêt à payer pour être higher rank dans les synthesized answers de Google. C'est pas un problème. Je comprends pas en fait. Le point, il est que Google est capable. Moi, je trouve que Google est plus puissant
parce que Google pourra synthétiser, donc avoir la valeur de ChatGPT en UI, mais il te donne la capacité d'exploration que te donnera pas ChatGPT, parce qu'il faudrait qu'ils pompent tout Internet, et ils savent pas faire ça. Et ChatGPT, OpenAI ne sait pas scale. Ils savent pas scale ce qu'a fait Google, parce qu'ils ont les meilleurs teams d'ingénierie. Et je te dis, j'ai des potes qui bossent chez Microsoft, et quand OpenAI est arrivé, ils sont arrivés en priant auprès de Microsoft, c'est comme ça qu'ils ont dit, ils ont dit, on n'a plus de GPU. On est mort. En fait, ils ont trouvé le product market fit, ça a explosé. C'est ce qu'ils ont fait Microsoft, ils sont arrivés, ils ont dit à l'équipe de recherche, vous avez 2000 GPU, maintenant vous en avez 500, il y en a 1500 qui partent en urgence chez OpenAI, ils ont câblé tout dans le week-end, les chercheurs ont coupé leur training, il y en a eu 500 pour la recherche au lieu de 2000, les 1500 sont partis chez OpenAI en urgence, et après ils ont mis toutes les teams de Microsoft à réécrire tous les systèmes d'inférence d'OpenAI. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ils ont pris tous les chercheurs et ont dit, vous réécrivez l'inférence parce que là, ça va jamais tenir. Donc, maintenant, refaire un crawler, refaire avoir toute la plateforme où tu as toutes les datas de ce qu'a Google, c'est impossible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui gêne les gens? Qu'est-ce que veulent les gens? Et c'est pour ça que vous aimez Perplexity. Ils veulent l'origine, la source de l'information. Google là. Donc là-dessus, le scale, le machin, etc. Je comprends le modèle économique, mais en vrai, je suis prêt à payer pour être dans les résultats synthétiques. Donc tu as juste à shifter ton modèle économique, c'est tout. C'est pas un problème. Moi, en plus, si le taux de conversion, tu regardes le taux de conversion, il est 2 fois supérieur à ce que t'as mis là. Le CTR des là, de ta colonne jaune, là. C'est le CTR des modèles, des pubs qui ont été montrés à travers l'IA. Il est 2 fois supérieur. Ça veut dire que le pay per click, je peux l'augmenter de x2. Au lieu de payer, je sais pas, les gens veulent effectivement les résultats issus de l'intelligence. Je vais payer 2 fois plus cher. Ils le commercialisent pas, c'est ça, quoi, en fait. Je paierai 2 fois plus cher. Je te rejoins, moi, la question que je pose, c'est en quoi, enfin, t'as entièrement raison. Je veux dire, sur ce que tu dis sur la puissance de Google et le fait que, finalement, ils arrivent à faire fonctionner le truc. La question que je me pose, j'ai pas la réponse, mais la question que je me pose, c'est, est-ce que, à côté de ça, la force de ce qu'on disait au tout début, d'influence, de cranter le fait que ChatGPT est meilleur, je mets de guillemets à meilleur, même si c'est pas forcément le meilleur, mais tu disais, Carlos, voilà, Salesforce a gagné, alors que c'est pas forcément les meilleurs, tu vois. Effectivement, est-ce que le fait d'avoir cette puissance-là, ce poids-là, qui fait qu'on parle d'eux partout et pas de Gemini, mais on parle de ChatGPT quand on parle d'IA, fait que quelque part il va pas y avoir une sorte de tropisme qui peut éventuellement se passer et qui va faire que même si Google a un excellent produit, il y a quand même une partie qui va s'échapper chez OpenAI. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais je sais pas quelle va être la valeur de ce facteur. Et je rajoute une pièce dans la machine en disant la puissance du vocal. Si vous avez joué avec ChatGPT en vocal, honnêtement, c'est une tuerie. Ouais, je veux dire, honnêtement, c'est franchement bluffant. Et tu vois que Amazon sort Alexa Plus sur du Anthropic, et j'attends que ça parce que si je me mets à vraiment pouvoir parler avec mes enceintes chez moi et pas juste faire en sorte de répéter 3 fois pour qu'ils m'éteignent la lumière, peut-être que ça peut changer le game. Et à nouveau, ça va créer une logique de pour boîte moi, ils noire. arrivent un peu tard dans le game, quoi. Mais c'est dommage. Oui, mais si tu veux, c'est une tendance globale qui va faire que si demain tu te mets à parler à tes machines et que derrière c'est peut-être powered by ChatGPT ou peut-être Gemini ou autre, et on va te dire, tu vas dire, donne-moi la meilleure marque de lessive, et on va te dire, la meilleure c'est celle-là, et tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est une boîte noire pour l'utilisateur. Il va y avoir des trucs qui vont changer. Il y a des choses qui vont bouger. Donc je pense que c'est des ingrédients à avoir en tête, même si pour moi ils ne sont pas encore déterminants, mais ils peuvent faire basculer des choses. En fait, ce qui est triste, c'est que j'aimerais que t'aies tort, mais le passé t'a donné raison. IBM imbutable se fait buter, Yahoo imbutable s'est fait buter. En fait, il n'y a pas d'exemple dans le passé où des dominants ont réussi à survivre à des révolutions. Mais tu espères que Google a des gens intelligents, machin, mais en fait, dans le passé, il s'est jamais arrivé des gens qui se faisaient non butés en informatique. Mais moi Google, c'est le futur Kodak, hein. Ça fait 5 ans que je le dis, j'ai écrit des trucs dessus. Google est un potentiel futur Kodak. Traduction, ils ont tout inventé chez eux, les transformers, les machins, les bidules, mais je trouve qu'ils n'ont pas encore la secret sauce, même si technologiquement, les Tensor, tout ce que tu veux, ça fonctionne. Mais je trouve que je sais pas, il y a un petit quelque chose quelque part qui manque. Ouais, mais d'ailleurs leur CEO a intervenu en disant cette année c'est l'année du réveil. En gros, il leur a dit c'est l'année où on doit se réveiller, sinon on crève. Hein. Il l'a dit, je pense il y a à peu près un mois et demi. Tu retrouveras, mais il disait c'est pas un problème de technique, c'est pas un problème. Exactement, c'est ça ce que je dis. C'est pas un problème de technique. C'est un problème de culture. Non, c'est pas un problème de technique. Va falloir qu'il nettoie sévère. Futur Kodak.
Question pour vous sur les autres, hein, parce que là on a parlé beaucoup de ChatGPT et d'OpenAI, un petit peu d'Anthropic et beaucoup de Google. Quid pour vous de Meta? Meta, c'est intéressant. Meta, c'est intéressant. Et aujourd'hui, je sais pas parce qu'ils ont les utilisateurs, hein, y a pas de problème, hein, ça, ils ont les utilisateurs. Mais moi, j'ai l'impression d'utiliser l'AI de Meta, notamment sur WhatsApp, là, AI Meta. J'ai l'impression que c'est comme Siri, hein. C'est-à-dire que quand je clique dessus, ça me fait chier, c'est que c'est pratiquement un accident, quoi. C'est-à-dire que je suis là, ah merde, j'ai ouvert Meta AI, quoi. C'est comme pour Siri. Donc, je sais pas, moi, je trouve que l'intégration de l'IA dans leurs produits est juste naze, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est peut-être pas ça qu'ils cherchent. Je pense que sur l'IA, ils sont sur autre chose, là. Je pense qu'ils sont sur un niveau supérieur, c'est un niveau d'éthique. Je pense que leur sujet pour eux, il est beaucoup plus profond. C'est quel est, il est tout le monde il est un peu à l'opposé de ce qu'ils ont fait dans le monde du big data ou dans le monde du réseau social. Ils ont été ultra comment est-ce qu'on dit agressifs, très fermés. Pomper les données, machin, exactement comme OpenAI l'est en ce moment. Et ils sont passés dans un niveau de maturité, ils ont dit le temps, voilà, on était des gamins, on a fait les cons, on a fumé des spliffs, on prenait le scooter, on faisait des wheelies, machin et tout. Voilà, Zuck maintenant il a arrêté de faire le kéké, c'est le moment de on est devenus des papas. C'est la tolérance, faut arrêter de faire le con, faudrait rééquilibrer le monde, arrêter de faire la guerre, on va open sourcer comme ça, tout le monde arrête de se taper, il y a de la place pour tout le monde, on fait du multilingue, on va représenter tout le monde, etc. Donc j'ai l'impression qu'ils essaient de faire le jeu de la maturité, et je pense que l'intégrer dans le produit c'est pas le sujet. Enfin en tout cas moi c'est pas le sentiment que j'en ai. L'intégrer dans le produit c'est juste histoire de dire bon on est quand même là les mecs, mais voilà je vais taper une balle le dimanche avec les gamins, tu vois, c'est un peu le je voulais le dire comme ça. Tu sais, c'est le mec. Désolé les gars. C'est flippant là. Moi, j'ai envie de reprendre toutes les actions méta après ce que tu viens de me dire. Ah, en fait, je suis là. Putain. Ok, super. En fait, ils ont décidé qu'ils étaient out. Trop bon. Non, pas out, mais genre on est les matures, on vient pour la galette saucisse, quoi. Tu vois, tout va bien. On est les gens, on est des mecs sympas qui ramènent la bière. Tu vois. La question que je me pose sur l'IA chez Meta, il y a plusieurs trucs. Il faut se rappeler quand même qu'ils se sont quand même pris une putain de déculotté avec le Web 3 et le métaverse, hein. Même s'ils continuent à bosser dessus. Mais il y avait une vision, une volonté de Zuck de tenir le truc. Ils ont switché AI à mort dans le discours. Alors, et l'action est remontée d'ailleurs. En disant que ce sera d'ailleurs le narratif aujourd'hui, le récit, c'est de dire l'AI c'est la porte d'entrée vers le métaverse qu'on a rêvé. Hein. Ça viendra un de ces jours, mais voilà, c'est pas tout de suite. Bon, pourquoi pas. Alors, soit il se récupère aux branches, soit c'est une vraie vision, je sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que le jeu est passé, notamment on le voit en termes de prise de parole, il est passé chez Yann Lequin. Et Yann est un chercheur. Et Yann, il y a une logique de chercheur, d'éthique, etc. Et qui rejoint ce que tu dis, Jean-Louis, qui est le côté quelque part l'open source et qui est pas con parce que c'est aussi un positionnement qui rejoint aussi une éthique de chercheur, qui est le côté on va pas se battre contre des modèles fermés, justement, on va prendre le contre-pied des concurrents. C'est malin. Je pense qu'ils ont le cash pour pouvoir tenir parce que c'est des cash machines. Donc ils ont le cash pour tenir et pour tester des trucs. Ils sont en train de tomber par hasard sur une poule aux œufs d'or qui s'appelle les Ray-Ban Meta. Et donc ça y est, ils ont peut-être craqué le truc de se dire on est tombé sur un device qui fonctionne, dans lequel on pourrait mettre dans lequel on met déjà de l'AI. Et pour moi, ils sont en train de devenir quelque part peut-être là-dessus un peu une sorte d'Apple. Mais Apple qui aurait réussi avec l'IA, hein. C'est-à-dire en gros, si on l'intégrait de manière un peu intelligente, qui sert l'utilisateur, qui sert à quelque chose, et pas le truc un peu à la violent que je vais te le mettre parce que tu comprends, ça clignote et c'est top. Et je pense qu'il y a une révolution limite culturelle qui est en train de se passer chez eux et qui est assez intéressante à regarder, puisque sur l'IA, vous remarquez, hein, Zuck il dit rien, hein, c'est Yann Lequin qui parle. Et donc ça veut dire beaucoup de choses, je trouve. C'est assez intéressant. Donc il y a un truc qui se passe. Et leur BM est pas touché par l'IA, hein, leur business model. Tu compares à Google, tu compares à Microsoft, qui sont en train de se faire éclater leur business model, hein, c'est exactement ce que tu disais, où les données se font pomper, etc. C'est pas le cas. Donc quel est le truc d'aller se battre sur une guerre qui est pas la leur, hein. Ils regardent les mecs se battre, une fois de temps en temps, ils jettent des cacahuètes en disant c'est cool, hop, ils te mettent un petit peu d'open source, histoire que tout le monde dise merde, putain, modèle open source qu'on peut self-hoster pour 3 francs 6 sous,
Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est pas leur guerre. C'était pas ma guerre. C'est pas ma guerre. guerre. La guerre de méta, c'est le coup d'après. C'est que je sais pas si vous avez vu, mais là ils sont en train de mettre du coup les méta 3, méta 4 dans absolument partout chez Meta. C'est-à-dire que évidemment vous avez Meta AI, mais maintenant ils font la modération, ils répondent aussi aux commentaires. Donc vous avez des espèces de faux gens, faux bots, mais un peu plus intelligents qui répondent aux commentaires pour faire genre qu'il y a du trafic. Ils sont en train, et c'est le monde d'après, si jamais le métaverse, leur pari un jour fonctionne, c'est-à-dire que demain, il y aura des gens des PNJ qui vont pouvoir répondre. En fait, c'est tout le monde d'après. Et là, aujourd'hui, le jeu est différent, je trouve, entre OpenAI, entre OpenAI, tout le monde, et Meta, c'est que Meta, eux, leur jeu, de ce que j'ai l'impression, c'est pas du tout le B2B, c'est le B2C. Et pour le coup, tout le monde est en train de se battre, se carburer entre Microsoft, OpenAI, entre OpenAI, tout le monde se carbure sur le B2B. Non, Meta, OpenAI, ils sont pas sur le B2B. Hein. Je pense pas. Alors, ouais, c'est quand même une part de leur revenu, mais ce qui est fou, c'est que pour le coup, Meta, ils sont en mode, nous, le B2B, c'est pas notre sujet. Ils ont même pas d'API, ils ont rien, ils s'en foutent complet. Eux, ce qu'ils veulent, enfin, ils ont un API, mais bon, qui est un peu anecdotique. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'usage par justement tous leurs produits. Donc, on n'est pas sur le même jeu, on n'est pas sur le même game là. Parce que le B2B n'est pas leur source de revenus principale, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont foutu en open source, quoi. C'est-à-dire, en gros, ils se disent, bah, si vous voulez l'utiliser pour des usages B2B, faites-le, parce que nous, de toute façon, on s'en fout, quoi. C'est vrai, ça, là-dessus, je te rejoins. Grok 3, là, on a un player qui est complètement orienté B2C, et moi, je suis désolé, je continue de penser qu'OpenAI est sur un usage B2C, B2C, B2B, mais en fait, B2C2B, quoi. C'est-à-dire que tous les consommateurs vont peut-être, moi je sais pas, si vraiment l'offre dont ils ont parlé tout à l'heure pour 10 000, enfin je sais pas, pour $2,000 par mois, t'as un assistant. Moi je suis certain qu'il y a des gens qui vont commencer à se payer des gens comme ça pour faire une partie de leur boulot, hein, quoi. Tu vois, c'est donc tu vas commencer en consommateur et tu vas utiliser OpenAI pour faire une partie de ton boulot et comme ça toi tu pourras aller à la piscine. Grok, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on a une plateforme B2C avec des utilisateurs super actifs. À l'inverse de Meta, l'intégration dans le produit, elle est parfaite, elle est super bien organisée. Alors bien évidemment, les gens vont dire ouais, mais moi, j'utilise pas X parce que Musk, c'est un fasciste. Enfin, maintenant, Grok, tu peux l'utiliser à part. Hein. Ouais. T'as une plateforme qui ressemble à du OpenAI, enfin du ChatGPT. Tu peux l'utiliser à part, t'es pas obligé d'aller sur X. Hein. C'est intéressant. Les benchmarks montrent que Grok, tout le monde est super impressionné à la vitesse à laquelle Grok a rattrapé son retard, et ça c'est super impressionnant, même si OpenAI reste en tête sur les benchmarks. D'ailleurs, parlant des benchmarks, il y a quand même pas mal de controverses là aussi sur OpenAI, puisque certains disent que ils auraient payé, il y aurait des soupçons de corruption. Et qu'ils auraient payé des benchmarks pour faire en sorte, en tout cas, d'avoir les tests avant les autres et savoir exactement comment les benchmarks étaient réalisés. Et donc d'optimiser, bien évidemment, leur modèle pour apparaître en premier. C'est avéré, ça, c'est Damien, c'est un peu le jeu, c'est un peu le jeu de tout le monde. Je sais pas si Damien tu vas en parler, mais c'est vrai que c'est un peu le jeu en ce moment de tous les leaderboards qu'on voit, où en fait il y a des tests qui sont un peu dits, pas dits, etc. On sait que Google est plutôt bon là-dessus. Google surperforme par exemple les leaderboards, mais en réalité ils sont un peu moins puissants que ce que les benchmarks disent par exemple. Donc on voit qu'il y a quand même une espèce de jeu souterrain quand même sur ces benchmarks. Par exemple le LLM Arena qui est le plus suivi dans le monde. Moi, j'y apporte zéro crédibilité personnellement. On le regarde jamais avec mes équipes. C'est pour ça que je t'ai envoyé Artificial Analysis qui est un peu au-dessus selon moi. Mais pour le coup, il y a vraiment une guéguerre en fait aujourd'hui des leaderboards, hein, complètement. Les gars, il y a quand même, enfin, je veux pas être désagréable, mais là, on a jamais parlé de Mistral là. Ça fait 1h30 qu'on y est, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On est où là? C'est pour optimiser l'administration française. Il est où là, Mistral dans le jeu, quoi? Il est nul. Alors, ils sont tellement pas. Je montre ça. Il y a CNBC qui a fait. Ils ont fait une sorte d'émission sur l'intelligence artificielle. Ils ont voulu montrer les différents acteurs de l'intelligence artificielle. Ils ont cherché le logo pour le chat de Mistral. Ils ont trouvé celui de la lessive. Ils l'ont montré. Donc ça montre. Alors tout le monde a dit ouais, ils sont quand même nuls à CNBC.
Oui, potentiellement, mais c'est Ouais, surtout que CNBC ne connaît pas le chat. Quelqu'un lui a dit il faut mettre le chat. Il sait pas pourquoi. Il a cherché le chat dans Google, il a trouvé le logo de la lessive, il a foutu la lessive. Moi, ceux qui sont vraiment nuls, c'est aussi Mistral qui, en termes de marketing et de SEO, est pas capable de positionner son logo dans les résultats de recherche, parce que clairement. Non mais Mistral, si tu veux, je pense que en fait Mistral c'est intéressant comme sujet parce que ils travaillent sous contrainte de budget. Donc la question c'est comment ils se positionnent par rapport à ça. Eux-mêmes le disent. Ils disent nous on a un vrai problème aujourd'hui de dataset. Et d'ailleurs, suite en passant, on en a pas parlé, mais on va pas revenir là-dessus. Mais dans les coûts liés aux IA à venir, il y a le coût aussi d'acquisition des datas. Aujourd'hui, tu as tous les gros acteurs qui disent les datas qu'on pouvait avoir gratos, plus ou moins en les scrapant ou autre, c'est fini. Donc maintenant, il va falloir payer. Donc voilà, quand tu fais un contrat avec Le Monde, tu vois, c'est que qu'OpenAI fait, ils le font aussi avec d'autres acteurs. Donc il va falloir passer à la caisse. La data chez OpenAI l'année dernière, 500 millions. Ouais. Et ça va continuer parce que aujourd'hui on est obligé d'aller acheter de la data. L'histoire de Google qui disait aux journaux les gars, je vous échange de l'audience versus de la visibilité parce que vous comprenez votre modèle est en train de se casser la gueule, plus personne n'achète des journaux. Les médias on leur a fait une fois, 2 fois, là maintenant ils disent c'est bon, vous allez arrêter de nous enfler. Donc voilà et tous les acteurs du marché sont en train de se mettre devant debout là-dessus et ils se disent il y a une vache, il y a une poule aux œufs d'or qui est prête ou une vache à lait qui est prête à mettre du fric pour pouvoir acheter nos données et il se trouve que voilà ils en ont besoin. Donc il y a aussi ce truc-là toute cette notion de données, de dataset qui se joue et donc pour Mistral eux-mêmes le reconnaissent, c'est pas les meilleurs et ils ont pas forcément la trésor pour ça donc c'est un peu compliqué donc il faut être malin. Voilà quoi. Donc c'est un peu. En fait, Mistral, c'est comme la France. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc par conséquent, on va passer un accord avec l'AFP. On fait ce qu'on peut. C'est un peu dur. Mais après, leur modèle, il est plutôt sympa. Mais est-ce que vraiment ils vont arriver à, outre le fait que ça me donne l'impression d'être un peu une boîte française, c'est très tech, mais c'est pas du tout marketing. Je sais pas. Moi, je pense que encore une fois, la question, on a dépassé le côté technologique. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un play aujourd'hui qui va bien au-delà juste de la technologie. Je pense que même si vous dites OpenAI n'a pas forcément le meilleur modèle, mais je pense qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où c'est pas très grave en fait. C'est-à-dire que il faut juste maintenir la distance, mais ils ont pas besoin d'être number one sur l'avenir. Là où il y a un coup à jouer peut-être rapidement sur le chat, enfin sur Mistral en général, c'est qu'aujourd'hui en Europe, Mistral est le dernier outil qui fait du LLM. Aleph Alpha, l'allemand, a jeté l'éponge. Donc aujourd'hui, voilà, si il y a une volonté de dire souveraineté numérique, données, etc., il n'y a pas le choix. Il faut miser sur Mistral. Pas que les Français, l'Europe. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, c'est les seuls qui, globalement, peuvent tenir la route. Ça me fait vachement penser au Rafale, ton truc. C'est quoi, c'est EADS qui va y racheter? C'est ça ton truc à la fin. Après, il y a des gens qui disent, oui, il y a des investisseurs qui en off disent, il va falloir qu'ils se vendent. Donc bon, il y a peut-être ça aussi. Bon, ok. Donc alors, je reprends ma question du début que je vous posais au début de cette émission, parce qu'il faut qu'on conclue. OpenAI, mort ou vif? Parce que c'est le titre de cet épisode. Je vais te dire qui pourrait être le tueur d'OpenAI. C'est Microsoft. Parce que quand même ils sont intimement liés les deux. Et pourquoi est-ce que OpenAI pousse à mort la GI ou l'annonce de la GI? Parce que la GI ne fait pas partie du deal qu'ils ont passé avec Microsoft. Donc ça pourrait être le moyen pour eux de sortir de l'emprise qu'ils ont avec Microsoft, de cette relation de je t'aime moi non plus, qui les a sauvés par le fait que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ce qui était expliqué tout à l'heure, le fait qu'ils ont réalloué une partie des ressources de Microsoft pour faire en sorte d'être sauvés. Mais aujourd'hui, ils sont emmerdés les deux. Et Microsoft a basé du copilote sur du chat GPT, enfin de l'OpenAI. Et aujourd'hui, c'est compliqué. En entreprise, Microsoft fait des allers-retours, ils annulent les trucs, ils remettent, ils arrêtent copilote, enfin ils savent pas trop. Donc c'est compliqué. Donc tu sens bien que le truc est en train de partir en autre boudin. Il y a voilà. Donc peut-être que Microsoft à un moment pourrait tirer la prise. Ouais, mais ils sont déjà en train d'anticiper ça, OpenAI, et c'est la prochaine levée de fonds d'OpenAI qu'ils ont annoncé qui sera de 40 milliards, dont 30 milliards de SoftBank, qui est le nouveau copain de Donald Trump, voilà, et que ça fait partie du plan Stargate, cette histoire. Et donc, je pense que ça, c'est effectivement pour anticiper exactement cette menace dont tu parles, où éventuellement Microsoft pourrait décrocher la prise.
c'est possible. Sachant que Microsoft a embauché un mec de chez DeepMind pour prendre l'IA, donc oui, et puis il y a certaines déclarations de Satya Nadella qui sont pas très rassurantes effectivement pour OpenAI, mais je pense qu'ils ont déjà anticipé le truc avec ces 40 milliards de Massason qu'en fait de SoftBank. Mais ouais, je pense que c'est une bonne analyse. Jean-Louis. Moi, je pense qu'ils sont vifs, plus vifs que jamais. La question, c'est le pognon. Qui va continuer à mettre autant d'argent dans ce truc-là, mais pour moi, c'est Uber, quoi. Ça va tuer tout le monde. Il y aura des petits Lyft qui va vivre à droite à gauche, mais c'est eux qui vont gagner. Ma seule question, c'est quand ils vont vivre, est-ce qu'ils vont vivre coexister avec Google, ou alors ça va être la génération qui va remplacer Google de la même manière que Google a remplacé IBM, Yahoo et compagnie. Donc, est-ce que c'est le prochain Google qui va erase l'ancienne génération, le cycle d'il y a 20 ans? Donc, un cycle tous les 20 ans, on arrive au bout du cycle Google. C'est la seule question. Est-ce que ça sera OpenAI ou est-ce que Google va survivre? Mais est-ce que Google va mourir? Non. OpenAI va mourir? Non. Est-ce que Google va mourir ou va devenir le futur IBM? C'est plus ça ma question à moi. Je suis assez d'accord avec Jean-Louis, moi, sur cette conclusion-là. Alex, c'est toi qui nous a amené dans ce débat. Donc, à toi, le mot de la fin. Conclusion. Après ce qu'on s'est dit, est-ce que ça a fait changer un petit peu ton opinion, ce qu'on vient de se dire? Ou pas du tout? Non, parce que voilà, pour le débat, forcément, on a accès pour dire qu'ils étaient morts ou vifs, évidemment. Mais je suis complètement d'accord sur le fait que, évidemment, qu'ils ont des très beaux arguments. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils jouent à un jeu extrêmement dangereux, extrêmement cher, extrêmement coûteux, qu'on commoditise tout, qu'il y a des concurrents qui arrivent et qui sont pas là pour rigoler, contrairement à, je pense, beaucoup d'autres guéguerres qu'on a vu dans le passé, les guéguerres du search. Là, on est sur ils ont des technologies, ils ont des moyens, on est sur aujourd'hui, j'ai l'impression que les moyens sont complètement délirants, hein. Je pense à Anthropic, je pense à des grands groupes aujourd'hui, Google, etc. Je veux dire, même Mistral, mine de rien, 1 milliard finalement pour un modèle français, une levée de fonds d'1 milliard, ça s'était jamais vu. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les carnets de chèques sont complètement débridés et donc on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va sortir de ce cette nouvelle. Alors on parle de bulle des fois IA, moi j'y crois pas, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Personne peut prédire aussi ce qui va se passer. Par contre, si OpenAI continue de mentir et continue d'avancer sur des choses avec des effets d'annonce, aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on l'a vu avec le mode voix, on l'a vu avec Sora, on l'a vu avec le projet Orion. Je vous rappelle que GPT 4.5, c'était le fameux projet Orion extraordinaire. Bon, il casse pas trop pattes à un canard, etc. On voit quand même que tout ça aujourd'hui, ils ont fait beaucoup d'effets d'annonce. Je pense que les investisseurs sont quand même pas complètement bébêtes. Ils parlaient également qu'ils avaient besoin de 40 milliards et de 500 milliards avec Stargate parce qu'il y avait la scaling law qui disait que plus on mettait de power, de compute, plus on avait des modèles puissants. DeepSeek montre que ça marche pas comme ça, en fait. Non, mais là, je suis pas d'accord avec ça, moi. DeepSeek, c'est comme dit Luc Julia, c'est du deep shit. DeepSeek, je te le mets dans mon billet, dans 1 an, on n'en parle plus, quoi, en fait, quoi. C'est super. Il y a un moment, il va bien falloir quand même un tout petit peu rationaliser les modèles aussi, parce que ça coûte une blinde aussi en termes de data, d'énergie, etc. Donc, il y a une logique aussi derrière à ce que ce soit rationalisé. Bien sûr. Et puis, les pistes de base des entreprises. Non, mais voilà, il y a cet élément-là aussi à rajouter. Ouais. Bon, c'est la fin de cette émission. Bon, je sais pas si on a accouché de quelque chose, mais en tout cas, on a l'impression que, effectivement, beaucoup de questions se posent. On a essayé d'apporter quelques réponses. Moi, je pense que OpenAI va niquer Google. C'est ce que je pense. Ils sont bien partis pour le faire. Il faut que Google se réveille. Alors maintenant, effectivement, on avait dit la même chose de Facebook. Vous vous rappelez avec le virage du mobile que Mark Zuckerberg ne voulait absolument pas faire parce qu'il était tellement content d'avoir tout dans le browser et il faisait tellement de choses super intéressantes dans le browser que pour lui le mobile c'était aller s'enfermer dans tout l'écosystème de Apple ou de Google, et ils ont failli en crever, et pourtant Facebook est arrivé à faire sa transition et s'est sauvé du truc, et peut-être que Google, et je l'espère, parce que moi je suis un énorme fan de Google, mais il faut vraiment, comme tu l'as dit Jean-Louis, et je suis d'accord avec Sundar Pichai, que c'est un peu l'heure de vérité pour Google. L'heure tourne, et il faut qu'il se réveille et qu'il fasse quelque chose et qu'il y ait des gros changements en termes de produits, en termes de user experience. Et je pense qu'effectivement, vous m'avez rassuré sur l'aspect technologique. Et là-dessus, moi, il y a un truc où j'étais pas très rassuré. Par contre, là-dessus, vous avez raison sur la data, sur la puissance technologique de Google, sur sa capacité à scaler. Là-dessus, je révise ma position que j'avais au Google est un Kodak en puissance. Je le redis encore une fois. Lui, et je le crois à 150%. Bon, on n'aura pas fini en tout cas d'en parler.
Merci à tous de regarder cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Pensez à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, partagez nos émissions. Laissez vos remarques aussi dans les commentaires. On vous répond. Merci d'écouter Silicon Carnet. J'ai énormément de plaisir à faire cette émission toutes les semaines et j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc, merci beaucoup et d'être des fidèles de Silicon Carnet. Allez, hasta luego amigos. Bye bye.